Jusqu'à 1h, c'est votre petite musique intérieure que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1, puisque cette émission, c'est vous qui la faites vivre chaque soir en prenant la parole au 39 21 pour nous parler de tout ce qui vous tourmente, de ce qui vous émeut, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous met en colère ou encore de ce qui vous fait rêver. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission, et nous comptons bien évidemment sur vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Victorine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je vous remercie de bien vouloir me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Je vous dis tout de suite que je suis très émue. De toute façon, je suis d'un tempérament, je suis très émotive. Oui. Alors, je vais vous expliquer mon problème. Disons que ce soir, j'ai regardé sur Arte le film Sous un autre jour, qui traite d'une femme qui part à la recherche de son père biologique. Oui. Et moi, c'est mon cas. Celui que j'ai toujours appelé mon père n'était pas mon père, mais parce que je suis née pendant la guerre. Oui. Je suis née pendant la guerre et on me l'a toujours caché. Mes parents ne me l'ont jamais dit. Et moi, je l'ai su par mes petits cousins que celui que j'appelais mon père n'était pas mon père, mais que c'était le voisin. Et de là, Vous l'avez appris à quel âge alors? J'avais 5 ou 6 ans. Hein. Ah, très petite, hein? Oui. Et de quelle façon vous vous souvenez un peu la première fois Oui. Mes cousins avec qui on jouait. Moi, je pense que les adultes ont dû parler devant eux. Oui, mais oui. À moi, ils me l'ont caché, mais devant eux, ils se sont pas méfiés. Et donc, pour moi, ça a été très difficile à vivre. Bon, j'ai 64 ans, mais c'est une chose qui m'empoisonne l'existence, quoi. Toujours. Oui, c'est un secret de famille. Mes parents ne me l'ont jamais révélé. Moi, j'ai jamais pu en parler. Et j'aimerais justement avoir des contacts avec des personnes qui seraient dans le même cas. Dans le même cas, c'est-à-dire qui sont avec un secret de famille, semblable au mien, quoi. Et pourquoi vous éprouvez ce besoin de parler avec qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter d'échanger avec des personnes qui auraient elles un secret ayant trait à leur naissance, à leur origine? Oui, parce que je peux pas. Si je l'ai dit à mon mari, je viens de le révéler j'ai 3 enfants. Oui. Je l'ai révélé à ma fille il y a 2 ans et à mes 2 fils dernièrement. Est-ce que ça vous a apaisé d'en parler un peu avec vos enfants? Un peu, oui. Mais bon, mes enfants, mon mari me disent que je n'y peux rien. Pour eux, c'est quelque chose que je devrais oublier, ne pas remuer le passé, et c'est tout. Et oui, mais ce passé, c'est votre histoire. Voilà, c'est mon histoire, c'est très très important pour moi. Oui, c'est pas n'importe quel passé, c'est ce qui vous constitue. Et voilà, oui. Mais alors, parce que vos cousins avaient le même âge, étaient un petit peu plus âgés que vous? Sensiblement le même âge, un petit peu plus âgé, de 2 ans, 3 ans. Parce que cette histoire, c'est le voisin, est-ce que c'est pas comme on me disait, vous voyez, à l'époque, c'est le facteur, ça fait un peu... Non, moi, je le connaissais, hein, il me disait le prénom du voisin, et moi, après, j'ai surpris des conversations aussi entre mes parents, lors de leurs disputes, il y avait des petites allusions, mais celui que j'ai toujours appelé mon père m'a considéré comme ma fille, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de tendresse, avec ma mère, il y a eu des rapports assez tendus. Et à mon adolescence, quand on se disputait,
je lui jetais à la figure ce que je savais. C'est-à-dire? Mais ni l'une ni l'autre. Qu'il n'était pas votre père? Oui, je lui disais. Mais et comment réagissait-il? Non, à ma mère seulement, je le disais. D'accord. Et non, elle me disait, elle me parlait d'autre chose, hein. Et moi, j'ai jamais eu le courage non plus d'en parler plus, quoi. Même quand on se disputait pas. Hein. C'était vraiment un blocage, hein, des deux côtés. Vos parents sont en vie? Non, mes parents sont décédés maintenant. Hein. Ils sont décédés il y a une dizaine d'années. Vous dites que vous êtes né pendant la guerre, donc ça conditionne quelque chose? C'est-à-dire votre père a été... Mon père était prisonnier. Il est rentré de la guerre en 1945 et moi j'étais née, j'avais quelques mois. D'accord. Et cet homme, donc, qui était le voisin, a toujours vécu comme ça à proximité de vous? Non, parce que quand j'avais environ 6 ans, mes parents ont déménagé, sont partis dans la ville voisine. Et cet homme, donc mon père biologique, est décédé en 1963. J'avais 18 ans. Comment le savez-vous? Je l'ai su par mes parents qui en parlaient comme si c'était quelqu'un qui en parlait entre eux. Et puis j'ai dernièrement aussi, c'est un peu pour ça que là de nouveau ça me travaille beaucoup. J'ai rencontré une personne qui habite dans sa maison maintenant, qui a acheté sa maison. Et qui m'en a parlé parce que je sais pas comment c'est venu, on parlait de ce monsieur et moi je lui ai dit peut-être que vous connaissez mon histoire. Il m'a dit oui et c'est lui qui m'en a parlé un petit peu, quoi. Ah, parce qu'il se trouve qu'il connaissait votre histoire, parce qu'il aurait pu habiter dans la maison sans connaître votre histoire. Oui, il connaît mon histoire, oui. Donc vous habitez vous habitiez un petit village? C'est un petit village, oui, près d'une ville qui fait partie du canton d'une ville de 4000 habitants. Et comment vous en a-t-il parlé alors de votre histoire? Eh bien, il m'a dit qu'il le savait, que beaucoup d'autres gens étaient au courant aussi. Et là, il m'a dit en quelle année il est décédé. Il m'a parlé un petit peu de lui, mais sans vouloir s'étendre. Hein, Et cet homme vivait seul ou il était marié, lui? Il était marié, oui, et il n'a pas pu avoir d'enfant, lui. Ah, il n'a pas pu avoir d'enfant. Oui. Alors, plus le temps passe, à mesure que les années passent, je me dis, mais j'aurais dû en parler avec mes parents, j'aurais dû aller le voir. Alors, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour que ça m'apaise un peu, quoi. Vous y pensez beaucoup? Ah, j'y pense tout le temps, oui. Tout le temps. Et de plus en plus, à mesure que les années passent. Oui. Et oui, parce qu'il y a cette impossibilité, évidemment, vous ne pouvez plus en parler aujourd'hui, avec les principaux protagonistes. Eh ben non, ils sont décédés. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre entourage familial des oncles, des tantes qui pourraient, des cousins, des personnes de votre famille qui pourraient vous parler de votre histoire? J'ai essayé j'ai rencontré 2 cousines dernièrement qui m'en ont pas appris plus, hein, quand je leur ai posé des questions, qui me disent mais tu sais on peut pas refaire le passé. Non mais il s'agit pas de ça. On comprend les scrupules qu'elles pourraient avoir vis-à-vis de votre mère qui n'est plus là, de votre père. Vous voyez, par respect de leur mémoire. Mais il s'agit pas de refaire votre passé, de refaire le passé. Il s'agit de le connaître. Oui. Pourquoi refaire le passé? Il s'agit de le connaître.
oui. C'est-à-dire que vous, ce qui est terrible dans ces histoires de secrets de famille, et notamment quand ça a trait à la filiation, c'est qu'on le voit bien avec votre témoignage, Victorine, c'est que tout le monde souvent sait, sauf le ou la principale intéressée. Ah bah tout à fait, oui. C'est ce qui est insupportable. Ça a bien été le cas pour moi, oui. C'est ce qui est insupportable, c'est-à-dire que on dépossède l'enfant de ce qui est son histoire. Alors évidemment qu'il y a quelque chose de tabou dans ces histoires d'enfants nés hors mariage, et plus particulièrement dans le contexte que vous décrivez, qui est celui de la guerre. C'est-à-dire votre mère était mariée, voilà, oui. à cet homme donc qui était prisonnier de guerre en plus, et donc elle aurait eu une liaison, une aventure avec cet homme donc qui était son voisin, voilà, dont vous seriez issu. Oui, et en plus j'ai un frère qui avait 7 ans quand je suis née. Oui, et ce frère, je n'ai jamais pu en parler avec lui non plus, et dernièrement, suite à cette rencontre avec ce monsieur-là, cette personne qui habite dans la maison de mon père biologique, j'ai voulu en parler avec lui, mais il s'est bloqué, et pour lui, ça a été très dur à vivre, parce que lui, c'est des souvenirs, c'est encore différent. Pour lui, il le vit encore différemment. Donc, j'ai pas pu le questionner, hein. Quand vous dites qu'il le vit différemment, forcément, il a une histoire d'enfant, lui, par rapport à ça, mais oui. C'est-à-dire, vous le sentez, ça le rend un peu agressif Oui, parce que lui, il a souvenir des 2 hommes qui étaient en rivalité, qui se sont disputés. Et oui, mais surtout avec cette proximité, là, voilà, s'ils étaient voisins, ça devait être très très compliqué. Hein. Oui, il a souvenir de disputes, de bagarres, enfin de... Mais moi, bon, c'est mon père biologique, et j'aurais aimé savoir s'il y avait une histoire d'amour entre ma mère et lui. Tout ça, bon, on peut le supposer. Pardon. On peut le supposer. Oui. Qu'il y ait une histoire d'amour. Non? Oh oui. Bon disons que mes parents avaient une ferme, et donc ce voisin a dû aider ma mère pour la ferme. Bon voilà. Mais il était marié aussi de son côté, comme votre mère, oui. Et puis avec ce côté, en plus, cette espèce d'opprobre, parce que votre père était prisonnier de guerre, donc ça rajoutait le côté, voyez. Vu les circonstances. Vu les circonstances, il y avait déjà l'adultère à cette époque-là. Bon, même si ça existait, mais alors en plus dans ces circonstances-là, voyez, j'imagine que dans la commune, ça a dû être très difficile pour votre mère. On a dû vraiment la montrer du doigt. Oui, certainement, oui. Puis, alors là, moi, j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé toute ma vie. Pour moi, j'étais pas une enfant désirée, une enfant de la honte, et... Oui, c'est ce qui était terrible, alors que, en fait, c'est ça, comme s'il y avait, vous représentiez la faute de votre mère. Voilà, oui. C'est ce qui est souvent terrible pour les enfants nés hors mariage, qui se vivent comme non désirés, alors que souvent, ils sont au contraire le fruit d'un désir très important. Oui, souvent j'ai même eu l'impression que ma mère culpabilisait moins que moi. Et de là, toutes nos relations assez tendues. Oui, c'est possible. Mais c'est intéressant ce que vous dites, et c'est très fort, parce que souvent, l'enfant porte presque plus la culpabilité. L'endosse presque plus. Ouais. Comme s'il portait sur ses épaules tout le poids de la culpabilité de la mère. Ce que je ressens. Comme si votre place n'était pas légitime. Bon, bien sûr, il y a eu les années où j'ai eu 3 enfants, donc mes enfants, quand j'élevais mes enfants, j'étais peut-être moins, je pensais moins à ça, quoi. Mais maintenant, ils sont partis, ça revient, et vraiment,
j'ai du mal. J'ai du mal de plus en plus. Vous avez du mal avec quoi, précisément? À vivre ça, quoi, à penser à tout ça. Puis j'ai des regrets. Je me dis, j'aurais dû en parler à ma mère, j'aurais dû aller voir ce père biologique, mais avec des filles. Vous étiez empêchée, Victorine. Disons que tant que mes parents étaient de ce monde, je pense que non, vous ne pouviez pas le faire. Je n'aurais pas eu le courage. C'est pas une question de courage. Vous auriez, je pense, certainement eu l'impression de les trahir. Voilà, oui, une impression de trahison, oui. Je pense que c'est plus, c'est pour ça que je dis vous étiez empêché symboliquement. C'est souvent finalement dans ces secrets de famille. Vous étiez aussi dépositaire de ce secret alors qu'il vous concernait et finalement presque tenu de l'entretenir. C'est ça qui est terrible. Et souvent, vous avez raison, parfois c'est lorsque les parents sont décédés que les personnes s'autorisent à pouvoir faire des recherches ou à s'autoriser à en parler même. Parce que ils sont pris dans un conflit de loyauté, ils se disent ils sentent bien que c'est impossible d'en parler, que ça sinon spontanément les enfants posent des questions. Or là, l'enfant sent bien que c'est pas possible de poser des questions, que ça dérange trop l'adulte, que ça le met dans une position trop difficile, donc il ne parle pas, il ne pose pas de questions, et il grandit comme ça, de cette façon-là. Et puis c'est pour ça que vous avez été empêché de, vous voyez, vous pouvez pas vous en vouloir de ça. Vous avez grandi dans un système familial où tout reposait là-dessus. Oui, vous pensez que c'est normal que j'aurais. C'est un schéma très très classique. Pour les personnes qui, comme vous, qui sont issues comme ça d'une liaison hors mariage. C'est souvent le cas. Vous voyez, ils n'en parlent pas pour protéger en fait les parents. À la fois votre mère et puis cet homme qui est votre père, parce que le père n'est pas seulement le père biologique, mais aussi celui qui élève l'enfant. Quel rapport aviez-vous avec votre père, celui qui vous a élevé, j'entends? C'était des rapports bien distants. Bon, je le craignais beaucoup. Il n'y avait pas de tendresse. Mon père ne m'embrassait jamais, enfin ma mère non plus. Est-ce que avec les autres enfants, est-ce qu'ils ont eu d'autres enfants après votre frère? Non, après moi non, j'ai eu qu'un frère. Donc et avec, est-ce qu'ils étaient différents avec votre frère, plus tendres, plus proches? Non plus. Non plus. C'était pareil. Donc c'était leur façon d'être. Voilà. C'est pas spécialement avec vous qu'ils n'étaient pas tendres et affectueux. Oui, c'est qu'ils ne savaient pas manifester leur tendresse ou leur affection. Oui, d'accord. Oui. Donc vous n'avez jamais senti un rejet particulier? Non, j'ai pas ressenti de rejet, mais j'ai quand même ressenti de n'avoir pas été désirée. Et oui, mais en même temps, vous savez, le désir, souvent par définition, est inconscient. Et je suis pas la seule à le dire, souvent les enfants issus d'unions non légitimes, du point de vue du droit, sont souvent beaucoup plus désirés, du moins à cette époque-là. Je veux dire, maintenant c'est différent. Mais parfois que les enfants nés dans le cadre d'unions légitimes. Maintenant c'est différent puisqu'on se choisit, enfin c'est, voyez. Oui. Parce qu'il y avait un véritable désir. Oui. À l'origine, j'avais ma place quand même quelque part. Ah oui. Je pense tout à fait. Mais évidemment, après, il y a le regard social, il y a toute cette désapprobation, puis il y a le contexte de la guerre, il y a tout ça, si vous voulez, qui a dû peser lourd, voyez, et puis le fait que les gens savaient, se taisaient, que vous perceviez tout ça, parce que l'enfant inconsciemment sait. Et ce qui est terrible, c'est ce décalage entre ce savoir inconscient et en fait ce qu'on vous présentait comme étant la réalité. Ça, c'est difficile.
Voilà, de grandir au fond dans un mensonge. Voilà, et puis ça après on le porte toute sa vie. Hein. Oui. Mais vous pourriez en parler, vous savez, bon, il y a Janine déjà qui a laissé ses coordonnées au 3921 pour discuter, mais hors antenne avec vous. Oui, alors donc on vous transmettra ses coordonnées. Mais j'ai envie de dire, vous n'avez jamais songé à en parler dans le cadre d'une thérapie, enfin d'échange, d'entretien, parce que ça serait peut-être important pour vous d'aller parler de votre histoire un peu, pour vous apaiser. Oui, je l'ai fait deux ou trois fois. Et puis même, j'ai mon médecin traitant qui était très à l'écoute. Oui. Bon, c'est vrai, et puis que de là résulte un peu un état de déprime, de dépressif. Enfin, je ne prends aucun antidépresseur, mais oui. Bon, qui fait que je suis toujours fatiguée. Mon médecin traitant me dit que c'est après avoir fait pas mal d'analyses, cliniquement je vais bien, et qui me dit que c'est tout ça qui me pompe toute mon énergie. Oui, alors c'est fort possible, oui. C'est vrai que j'ai du mal, j'ai un mal de vivre, j'ai de plus en plus, hein, et là ça me fait peur, quoi. Et pourquoi seulement 2 ou 3 fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que d'une part, non, j'ai pas continué. Il y a le côté un peu financier, et puis je sais pas. Je me dis, je sais pas si ça me mènera, si ça m'apportera quelque chose. Moi, je pense, hein. Je pense que ça serait important de parler, parce que vous pouvez reconstruire des choses de votre histoire et vous apaiser par rapport à cela, par rapport à ces trous, à ces manques, parce que vous connaissez les choses. C'est pas comme si vous ne saviez rien de ce père biologique. Finalement, vous en savez déjà beaucoup. Voilà, puis je me souviens de lui jusqu'à ce qu'on déménage. Je le connaissais, il passait devant la maison. Il me regardait bien, mais j'avais pas le droit de lui parler. Hein, mais c'est plus des tourments, du regret de ne pas avoir agi après coup, comme si vous vous en vouliez à vous-même. Voilà. Alors qu'en fait, c'est l'histoire que vous avez eue et c'est le poids du secret qui vous a entravé. Donc il y aurait des choses à comprendre autour de ce mécanisme de ce secret. Alors après, bien sûr que de parler avec d'autres personnes qui elles-mêmes ont été dans un secret familial ayant trait à la filiation vous permettrait de voir que vous n'êtes pas la seule à vivre cela, et peut-être vous permettrait de trouver un apaisement, mais néanmoins, ça ne remplace pas le fait de donner un peu de sens à votre histoire, et en tout cas d'être moins tourmenté, je pense. Vous voyez, de pas vous sentir, de pas vous en prendre à vous-même une fois de plus, j'ai envie de dire. Oui. Vous pensez qu'avec une psychologue, Oui, enfin, quelqu'un psychothérapeute. Alors, c'est-à-dire que sur le plan financier, si vous voyez un psychiatre qui fait des psychothérapies, il peut y avoir une prise en charge. Vous voyez, il peut vous faire des feuilles de sécurité sociale. Vous pouvez consulter dans un centre médico-psychologique où il peut y avoir une gratuité ou un CMP. Voilà. Donc, ne vous laissez pas arrêter par l'aspect financier. Oui, je vais peut-être songer. Je crois il y a peut-être Louise dans quelque temps qu'on va essayer d'appeler. Je crois qui vient d'appeler le 3921. J'aimerais bien puisque vous souhaitiez des réactions, on va essayer de la rappeler, la Louise, puisque votre histoire lui rappelle un peu la sienne. Je vais vous lire des messages qui arrivent aussi par SMS au 7 21 21 code de nuit. Il y a la fée dragée qui a vu le téléfilm dont vous parliez. Elle dit très beau téléfilm où Marthe Keller à la recherche de son passé était émouvante. Voilà, oui. Quelqu'un qui dit ma tante était dans la même situation. Et la personne dit c'est en faisant des recherches généalogiques que j'ai découvert qu'il est impossible pour ma tante d'être la fille d'eux. J'ai pas la suite. Attention, vos messages sont limités à 160 caractères. Hein. Et Elisabeth dit c'était surtout la façon de faire à cette époque
courage à vous. C'est vrai qu'à cette époque, on n'en parlait pas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas conscience, on ne connaissait pas le psychisme des enfants comme on le connaît aujourd'hui. Oui. Et François Zolto a beaucoup fait, ainsi que d'autres auparavant, Mélanie Klein, pour nous faire connaître le psychisme des enfants et savoir à quel point les secrets de famille, et notamment ceux qui ont trait à l'origine de leur naissance, peut être lourd de conséquences. Voilà. Donc c'est vrai qu'on cachait beaucoup, même par exemple les enfants adoptés, on ne leur disait pas qu'ils étaient adoptés. Hein, donc ils n'ont pas pensé mal faire, vos parents, mais ça se taisait. Et il y avait le contexte en plus de la guerre. Et il y a Céline qui dit, Victorine, il faudrait surtout pas culpabiliser parce que Céline dit, vous êtes un enfant de l'amour. C'est ce que je vous disais autrement tout à l'heure, mais elle le résume bien, Céline, en disant que souvent dans ces histoires comme ça de rencontres entre un homme et une femme, il y avait certainement beaucoup de désir entre eux, certainement une histoire, mais qui était d'autant plus tabou dans ce contexte-là. Oui, c'est gentil. Oui, je les remercie. Je pense que c'est sincère. Hein. Je crois que Louise est avec nous au 3921. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais réagir. Mais bienvenue. Victorine attendait justement des réactions. Mais je suis dans le même cas qu'elle, c'est-à-dire à la recherche de mon passé, qui je suis. Mais sauf que moi, je suis partie vraiment des enfants de la guerre. Donc, je suis née en 42. Oui. Donc, j'ai entendu toutes les insultes possibles, c'est-à-dire dans mon petit village. Et je ne sais toujours pas qui je suis exactement. Pourquoi des insultes ? Parce que je fais partie des enfants de la guerre. Mais voilà. C'est-à-dire que mon père est sans doute allemand. Voilà. Ah oui, c'est ce que vous... D'accord. Alors, mais le contexte est le même. C'est-à-dire que on se cherche, on ne sait pas qui on est. Voilà. Rappelez-moi votre prénom. Vous êtes Louise. Louise. Oui. Et est-ce que vous avez lu le livre de Gérard Lenormand, Je suis née à 20 ans? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai lu le film. Oui, non, mais j'ai écouté la télévision. Et j'ai fait, moi, des recherches, mais je n'ai qu'une photo. Je n'ai pas de prénom. Oui, mais ça doit être encore plus difficile. C'est difficile, mais à la base, c'est la même chose que vous. Parce qu'il y a l'histoire d'un village, tout le monde sait, la famille, sauf moi. Et si je pouvais mettre un prénom, ce serait encore mieux. Voilà. Et vous n'avez jamais pu en parler à votre mère? Non, après c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. De façon et on vous traitait d'enfant. Après, ma mère s'est mariée, donc j'ai eu un père, mais c'est pas. Et vous, quand vous dites on vous insultait, c'est-à-dire aussi bien les enfants que les adultes du village? À l'école, oui. À l'école, oui, c'est ça. Oui. Et tête de boche, hein. Voilà, c'est tout. Tête de boche, oui. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un drame. C'est en dehors de ma propre histoire, mais je comprends. J'ai oublié son prénom. Victorine. Je comprends Victorine dans tout ce qu'elle dit. Et puis c'est surtout en vieillissant, on cherche davantage. Oui, je suis toujours en train de chercher. Et moi, ce qui reste de ma famille, mes tantes ne veulent pas parler. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, je sais certaines choses. Oui, vous posez des questions à la famille, vous. Et oui, j'ai posé, mais ils ne veulent pas répondre. Vous ne leur dites pas, Louise, que ça serait vraiment important pour vous de savoir, vraiment pour vous, non pas pour juger, évidemment, mais pour vous apaiser, pour enfin connaître votre histoire. J'ai même fait une année dans un centre social, peu de slam, et j'ai fait comme un poème et je l'ai envoyé à ma famille, mais je n'ai pas de réponse avec la photo de celui qui est sans doute mon père, et qui le dit, pour qu'on me le dise, mais on arrive, je sais pas, maintenant il n'y a plus de tabou. Voilà. Je sais pas si je peux me faire comprendre. Mais si, parce que c'est d'une grande violence finalement, de se dire qu'il y a des personnes qui savent, qui pourraient vous donner la clé
et Oui. qui la retiennent, hein. Alors Et que puis, vous, oui. Plutôt, on me dit, plutôt, j'aurais dû poser la question Mais vous à ne ma pouviez mère. pas, vous ne pouviez Non, pas. non, je C'est peux toujours pas, on peut pareil. pas. Vous ne, On peut pas. c'est ça qui est terrible, c'est qu'après c'est de vous en prendre à vous-même comme si vous Oui, étiez voilà. empêché. L'enfant sent très bien. Les enfants spontanément posent des questions. Quand ils ne le font pas, c'est pour protéger l'adulte. Parce que les enfants sont en même temps merveilleux de compassion, et ils sentent bien quand leurs parents sont en difficulté, sont en souffrance, Voilà, et qu'il y a tout à des fait. choses Oui. qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas soulever, et donc ils Non. ne posent pas de questions quand ils sentent que ça fragilise trop leurs parents. Et Et maintenant, non, je crois que je saurais jamais. Pardon, Parce que Victorine. j'ai fait toutes les recherches, même jusqu'en Allemagne, mais sans prénom, on ne sait pas. Donc, ça, c'est mon histoire. Mais, c'est ça... Et vos parents ça sont rejoint décédés l'histoire aussi. de Victorine, puisque tout le monde sait, voilà. Louise, Victorine vous demande si vos parents sont décédés également. Pardon ? Sont décédés. Oui, Oui. de façon dramatique d'ailleurs. Bon, ça c'est autre chose. Oui. Alors, il y a, donc, oui. Mais non, il y a Nelly qui envoie un petit message aussi par SMS en disant « Je suis dans ce cas et combien sommes-nous dans ce cas ?» dit Nelly. Oui. Il y a le subversif qui dit « Le sentiment de ne pas avoir été désiré en fait un autre, celui d'être de peu de valeur. L'origine sous-tend ici l'estime de soi. » C'est ça le problème. Oui, c'est vrai, oui. Oui. On va accueillir, je vous remercie Louise pour ce témoignage. Restez avec nous parce qu'on va accueillir également Hélène. Vous voyez, les réactions arrivent au 39-21 et je vous remercie d'être là parce que c'est pas facile de parler de ce sujet. Il y a des jours où je peux en parler, mais il y a des jours où c'est des pleurs. Mais bon, en vieillissant, j'en parle plus facilement. Ah oui, Voilà. oui, c'est pareil. Là, je crois c'est qu'un un jour, avantage, voilà. oui, qu'on avance en âge, on se rapproche un peu de, Mais oui, mais de parce notre qu'on a adolescence, besoin de connaître. de notre enfance. Bien sûr, on a Oui, besoin de oui, connaître oui. ses origines. Oui. Bonsoir Oui. Hélène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, eh bien oui, j'ai regardé le film, un très joli film, avec Marthe Keller, merveilleuse. Alors bien, c'est mon histoire aussi. Et moi je l'ai appris à 19 ans, un soir d'été. Voilà, je m'en souviens parfaitement. Ma mère avait fait des tomates farcies. Il C'est faisait bien très un plat chaud ce d'été, soir-là, oui. 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 Et puis elle me regarde et puis subitement elle me dit « Qu'est-ce que tu lui ressembles ?» Alors moi je la regarde et puis je lui dis « Mais à qui ?» Eh ben elle me dit « Voilà, à lui. » Et elle commence à me raconter toute son histoire. Ah, Donc voilà. ah ben, elle était quelque part merveilleuse, votre maman. ça a été très dur. Oui, Et je me suis toujours, même encore maintenant, elle n'est plus là, hélas, depuis 9 ans elle est partie. Encore maintenant, je me pose la question, pourquoi elle me l'a dit ? J'aurais aimé ne jamais le savoir. oui, vous ne le voyez. saviez pas, vous, avant. Oui. Voilà, Alors je ne que- savais pas, j'avais un père, bon mes parents étaient divorcés, mais je voyais mon père régulièrement, tout allait bien, voilà. Et ça, Ah oui. je n'ai jamais, je pense que c'était un poids énorme pour elle, elle a voulu, je pense qu'elle l'a fait dans ce but-là, Oui, mais oui. ça m'a fait mal, et ça me fait toujours un petit peu mal. Oui. Eh ouais. Oui, comme quoi, Elle oui. était elle en parlait comment, de quelle façon En bien, Oui. que c'était, bon, un homme assez... Elle était émue finalement de Oui, voir elle à quel était- oui, point oui, oui, vous elle était ressembliez émue. à votre Oui, père oui, ah oui. biologique. Elle a toujours dit, c'est son portrait, c'est terrible. Oui. Et elle Alors, vous a bon, montré des j'aurais photos. pu le rencontrer. Non, il n'y a Non. aucune photo, puisque quand elle lui a annoncé qu'elle m'attendait, donc qu'elle était enceinte, il l'a laissé tomber. Voilà. Alors donc, il était marié, cet homme-là. Il avait 2 filles et sa femme attendait un enfant en même temps que ma mère. Voilà, donc j'ai un demi-frère et j'ai 2 demi-sœurs que je ne connais pas. J'aimerais bien, mais bon, maintenant il est un peu tard. Hein. J'ai 68 ans, moi aussi, je suis née pendant 41, donc voilà. Et tout ça, c'est bien dommage.
Oui, parce que finalement... ma souffrance, oui. Excusez-moi Caroline, mais ma souffrance, c'est plutôt celle que j'aurais pas voulu le savoir, voilà, parce que j'ai un frère, j'ai une sœur, et voilà, et ça... c'est dur. Oui, c'est un peu différent. Voilà. D'ailleurs, quand mon père est mort, j'ai tout de suite téléphoné, parce que j'avais les coordonnées de cet homme-là, j'ai voulu prendre de ses nouvelles. Parce que je voulais savoir s'il était mort ou vivant. Je voulais avoir savoir où il est, enfin ce qu'il était devenu. Et je suis tombée sur une dame charmante qui m'a dit, Madame, écoutez, ce monsieur est très âgé maintenant, mais c'est un monsieur très gentil, venez donc le voir, il sera content de faire votre connaissance et tout. Et puis je l'ai pas fait, voilà. Oui, quand j'ai dit à ma mère, elle était pas contente du tout, elle dit, pourquoi t'as fait ça et tout ça. Mais, je sais pas, j'ai voulu comme je venais de perdre mon père, j'ai voulu me rapprocher de cet homme-là, sans me rapprocher d'ailleurs, mais simplement avoir des nouvelles. Oui, mais vous lui avez dit à sa femme que vous étiez sa fille ou... Oui, je lui ai raconté toute l'histoire, toute l'histoire, oui. C'est pour ça qu'elle m'a dit, mais venez le voir. Et bon, j'ai appelé 2-3 ans après, mais c'était fini, il n'était plus là. Voilà. Oui. Et bon, après, j'ai recherché mes sœurs qui vivent dans le centre de la France. Moi, je suis dans la région parisienne, tout ça. Mais bon, j'aurais aimé les connaître. On ne sait jamais, des fois, mais j'y crois pas trop. C'est difficile, ça aussi. Hein. Et vous aviez elle l'a dit à l'homme qui vous a élevé, le père qui vous a élevé, que vous avez parlé. Apparemment, il l'a jamais su, mon père. Il ne l'a jamais su. Il l'a jamais su. Donc elle ne lui a pas dit évidemment qu'elle vous avait parlé de cela. Il a toujours cru que j'étais. Oui, donc ça vous a mis vraiment. Oui, c'était difficile pour vous, hein. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi elle me l'a dit. Elle avait besoin d'en parler. Voilà, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est le dire. Si on le dit, il faut le dire presque tout de suite. Mais la révélation qui survient comme ça à 19 ans, c'est presque trop tard. 19 ans, c'était dur. Hein. Oui, c'est dur de le découvrir parce que c'est tout d'un coup, tout vacille. Hein. Tout ce sur quoi on s'appuyait vacille. Donc c'est très très perturbant. J'avais son adresse, je savais où il habitait. Combien de fois je suis passée devant l'île Saint-Louis et j'aurais pu aller le voir maintes et maintes fois. Et non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors je rappelle que c'est vrai que nous sommes partis de votre témoignage, Victorine, qui vous réagissiez à un téléfilm qui est passé ce soir sur France 5 avec Marthe Keller qui partait à la recherche de son passé, de son père biologique, et puis vous avez lancé le débat ce soir sur Europe 1 puisque vous-même vous avez connu votre père biologique, mais sans vraiment lui parler. Vous l'avez connu comme ça quand vous étiez enfant, mais vous n'avez jamais pu en parler à votre mère et à votre père qui vous a élevé, et que cette situation vous pèse beaucoup. Alors Louise est intervenue pour nous dire qu'elle était une enfant de la guerre. Hélène vient de nous raconter son histoire. Carpe Diem nous envoie un mail pour dire: autrefois les gens pensaient qu'il était sage de ne rien remuer du passé. Oui, exactement. Qui de rien ne se mêle, de rien ne se démêle, disait un oncle à moi, qui jouissait dans la famille d'une aura de sagesse, alors que ce n'est que de l'égoïsme. Les adultes n'aidaient pas les enfants. Et on va accueillir maintenant Micheline. Bonsoir Micheline. Bonsoir madame. Bonsoir. Je suis émue par ces personnes, parce que j'ai mon cas, c'est vraiment mon cas. Ah bon. Je suis née en 48. Oui. Et quand j'étais petite, ni ma mère ni tout le monde me disait, on ne voulait pas me dire qui c'était mon père. Et un jour, je me suis amusée dans la rue, et il y a un ivrogne qui m'a dit: petite, c'est pas la peine de t'amuser dans la rue, t'es une fille de Boche. Oui. Ça a dû être dur. Et j'ai cru ramasser 2 claques, tellement que ça m'est tombé. Oui. Je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma grand-mère qu'est-ce que c'était un Boche. Oui. Et ma grand-mère m'a dit: c'est rien, c'est un tueur de chien, bon. Et quelle horreur. Quelle horreur.
Et j'ai attendu ma maman qui rentrait du travail le soir. Et je lui ai dit, maman, on m'a dit, rentre chez toi, tu ne devrais pas t'amuser, t'es une fille de Boche. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors ma mère m'a dit, c'est rien, ton père est mort. Et je travaillais dans un lycée, et j'ai pris la retraite, et on parlait de yeux, et j'ai les yeux clairs. Ouais. Ah, toujours Très les yeux clairs, les yeux clairs. Et il y a un professeur on parlait de maquillage, et je dis, moi je peux pas me maquiller parce qu'avec le travail que je fais, le rímel coloré, ça serait pas joli. Et elle me dit, mais tu as les yeux très clairs, de qui tu tiens ça? Alors je lui ai dit, je tiens de mon père. Ça, la couleur des yeux, oui. Oui. Et j'étais blonde à l'époque, quoi, étant jeune. Et alors, elle me dit, ton père, tu le connais, ton papa? J'ai dit, non, je le connais pas. Et elle me dit, ça t'intéresserait de faire des recherches? Alors j'ai dit oui. Et alors elle me dit, il y a un professeur d'histoire-géographie, là, qui s'intéresse aux cas, aux enfants maudits. Et on a discuté, on a fait des recherches jusqu'à Berlin. Oui. Et j'ai eu une réponse au mois de mars qu'on prenait ma demande en considération. Au mois de juin 2008, j'ai retrouvé mon père biologique, mais mort. Oui. Mais Vous aviez un prénom, un nom? oui, un Willy. Ah oui, voilà. Mais c'était confus parce que ma mère travaillait dans la campagne et Willy aussi à côté. Mais on m'avait dit qu'il travaillait chez un tel et c'était pas chez le tel, c'était un autre monsieur qui tenait une ferme. Et de ce prénom, on est parti parce que Willy c'était le diminutif de Guillaume en allemand. Oui. Et cette année, Juste avec un prénom, ils ont réussi. Juste avec un prénom, ils ont réussi. Oui, et un prénom. Oui. Et elle a été aux archives. Oui. Parce que nous, on n'a pas le droit de regarder les archives. Et elle a trouvé l'endroit où il a travaillé. Excusez-moi, je suis émue, j'en pleurerai. Je comprends. Non, mais oui. Et j'ai eu, au mois de septembre, la visite de mon frère. C'est bon. Alors, il ne faut pas perdre espoir parce que... Oui, parce que... oui. En septembre, là, de cette année, Micheline. Comment? En septembre de cette année-là. 2009. Oui. Votre frère né après, Allemagne. alors, en Allemagne. Oui. Comment ça s'est passé entre vous deux? Très bien, que du bonheur. Que du bonheur parce qu'ils ont vu que j'avais manqué de pas mal d'affection de père. Oui. Et que je recherchais parce que il faut dire que j'ai eu un petit-fils. Oui. Et je me suis levée un matin, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Tu n'as rien fait de ta vie, tu as un petit-fils, qu'est-ce que tu vas lui raconter plus tard? Et je me suis dit, fais des démarches. Et ça sera le plus beau cadeau que tu feras à ton petit-fils. Et oui, c'est ça, on est bien dans la transmission. Comment? On est dans la transmission, ça rejoint ce que vous nous disiez, Victorine, c'est-à-dire, au fur et à mesure, quand on avance en âge, quand on vieillit, ce besoin de connaître finalement de son histoire qui devient de plus en plus pressant. Oui. Et ça m'a émue et j'ai pris le téléphone parce que il faut pas perdre espoir. J'ai toujours raconté à mes enfants... et deux filles, mon histoire, toute petite, toujours. Je leur ai raconté, c'est intégré dans la famille. Mais c'est par moments, c'est vraiment de la colère. Oui, votre mère n'a pas pu vous en parler, mais il faut dire que après à la Libération, ça a été terrible aussi pour ces femmes qui, pour beaucoup, ont été tondues. Mais maman n'a pas été tondue. Hein. D'accord. Non, pas forcément, mais c'est pesant.
c'est pesant. C'est toujours beaucoup de souffrance. Claire, je reçois un SMS qui dit votre histoire est émouvante et belle. Un message là qui arrive par SMS de Claire qui dit votre histoire est émouvante et belle. C'est une histoire belle, je vous assure. Il n'y a que du bonheur maintenant. Que du bonheur. Et puis maintenant, je sais que je peux en aller en avant parce que avant, étant petite, je ne pouvais pas étudier. On m'a coupé l'herbe sur le pied de pouvoir étudier à l'école. Parce qu'on me disait, la fille de Bosch, elle n'apprendra rien à l'école. On va la mettre dans un coin. Et j'étais à côté d'un radiateur. J'ai pas eu froid de ma vie. Parce que j'étais à côté d'un radiateur et je faisais rien à l'école. Et l'institutrice ne réagissait pas. Ça. Non, elle était méchante avec moi. C'est ça qui est terrible, c'est que les adultes ont participé, quels que soient les... Évidemment, il faut se resituer dans le contexte où à ce moment-là, l'allemand était l'ennemi. Alors ça paraît très loin aujourd'hui, vu les relations que nous avons aujourd'hui avec les Allemands. Mais vous étiez des enfants et que l'on fasse subir de telles humiliations à des enfants, c'est quand même terrible. Oui, parce que voilà, je vais vous dire, ma maman était fille-mère 2 fois. Ouais. Et elle a eu un enfant à 21 ans. Et moi, je suis arrivée, ma mère avait 40 ans. Ouais. Et moi, je pensais que le papa de mon frère était mon père. Et je disais mon papa. Et il y a une institutrice qui était plus intelligente que les autres, m'a pris à part un jour, elle m'a dit, Micheline, arrête de dire que le papa de ton frère, c'est ton papa. C'est pas ton papa. T'en as eu un, mais il est parti. J'ai dit, je n'ai pas répété ça à ma mère. Et puis j'ai dit, ma petite, qui m'a ouvert les yeux, quand je serai plus grande, je chercherai mon papa. Et je l'ai cherché. Grâce à ce professeur, je l'ai eu. C'est bien ça. Oui. Je sais que je le retrouverai pas parce que j'ai eu que des petits bouts d'histoire et il serait mort en Russie. Donc j'imagine un tas de choses. Oui, mais j'aurais aimé retrouver un peu. Ben oui. Mais ce qui est fou, Micheline, c'est que vous êtes née en 48, donc finalement la guerre était finie et il y avait encore, on voit bien forcément encore ce climat toujours de haine. Mais alors votre père était prisonnier. Il était prisonnier, libéré. Il travaillait dans une ferme. D'accord. Et bon, ma mère travaillait à côté et à l'aide de mon docteur famille. Je croyais que j'étais issue d'un viol. Ah oui, c'est terrible. Et tout le temps, je disais non, mais docteur, je suis issue d'un viol. Je peux pas être issue d'un amour. Elle m'a dit, écoutez, je vous rejoins. Vous avez dit qu'on était des enfants d'amour. Et je pense souvent dans ces histoires là, oui. Comment? Dans ces histoires effectivement dans les secrets liés à la filiation dans les cadres hors mariage. Souvent, il y a malheureusement aussi des situations terribles d'histoires de viol, d'histoires d'inceste, ça arrive. Mais ce qui est terrible, Micheline, vous le dites, c'est que quand il y a un tel secret, c'est que l'enfant on a perdu quelqu'un. Allô? Micheline, vous êtes là? Oui, moi je suis là. Oui, c'est que l'enfant imagine le pire. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas imaginer que c'était une histoire d'amour puisqu'on vous dépeignait votre père comme un monstre. Oui. Donc finalement, ça ne pouvait être qu'un viol, quelque chose de sordide. Voyez. Alors qu'en fait, il y a eu une histoire d'amour. C'est comme ces femmes qu'on a tondues à la Libération. Il y a eu véritablement des histoires d'amour entre des femmes françaises et des Allemands qui n'étaient pas tous d'affreux sanguinaires. Il y en a eu, mais il y a eu aussi des soldats qui se battaient. Et qui. Et surtout que, madame, je suis née dans une ville où il y a eu 99 pendus. Vous connaissez peut-être. À Tulle. Oui. Donc, voyez le contexte où j'ai vécu. Ouais, en effet. Ouais. J'ai vécu dans vraiment la méchanceté.
Vraiment de la méchanceté. Bah oui, alors en plus, effectivement, dans cette Et dans blonde cette aux ville yeux qui a clairs, été si meurtrie, oui, on peut comprendre. Ouais. Alors, Enfin, on peut comprendre. Jamais qu'on s'en prenne à des enfants. Il y a la fée dragée qui dit: le poids du secret est si lourd, si culpabilisant qu'il vous laisse seul dans un tunnel où on n'en sort jamais indemne. Bon courage à vous toutes. Il y a Patricia qui dit: combien sommes-nous d'enfants d'après-guerre à avoir cette triste histoire de vie? 200 000, dites-vous. Oui. Je suis dans le même cas et de tout cœur avec vous. Il y a Sergio qui dit: je ne suis pas concerné, mais pourtant vos histoires me touchent et j'ai envie de vous embrasser toutes très fort, dit Sergio. Et Petite Plume qui dit: je trouve que ce que l'on a fait subir aux femmes qui avaient eu un ami allemand pendant la guerre est terrible, voire sadique. Quelqu'un dit: en 37, ma mère a mis un enfant au monde et au décès qu'on a connu au décès de maman. Maintenant, nous sommes 9 enfants. C'était un enfant de la guerre aussi. Apparemment, nous ne l'avions pas su à ce moment-là. Oui. On va marquer une petite pause musicale et je vous propose de rester avec moi, celles qui le peuvent, Victorine, Louise, Hélène et Micheline, parce que après le journal, nous allons accueillir Jean-Marc. Alors là, on me dit qu'on l'a perdu. J'espère qu'on va le retrouver pendant le journal, parce que il monte une pièce de théâtre sur ce thème, figurez-vous. Donc il nous a appelé au 39 21 et j'aimerais bien qu'on puisse le récupérer pour qu'il nous parle de cette pièce et nous écouter attentivement. Donc celles qui peuvent, ne raccrochez pas. On poursuit après le journal de minuit. À tout de suite. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Vous allez pouvoir continuer à prendre la parole sur l'antenne d'Europe 1 encore pendant un peu moins d'une petite heure en appelant le 39 21. Nous parlons ce soir avec le témoignage de Victorine, de Louise, d'Hélène et de Micheline, des enfants nés pendant la guerre, avec toutes les conséquences que cela a eu sur eux, et notamment l'humiliation qu'ils ont pu subir. Alors, je peux vous dire que pendant le journal, eh bien, ces dames ont continué à beaucoup échanger entre elles. Hein, voilà, c'est aussi le but de cette émission, et c'était votre souhait, Victorine, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Il y a Monica qui nous envoie un SMS au 7 21 21 code de nuit qui dit: vos vies sont si émouvantes, pourquoi ne pas les écrire? Elle ferait de très beaux romans. Mon médecin me l'a conseillé plusieurs fois. On me l'a proposé aussi. Il m'a dit: c'est vrai que des fois, je pense aussi un peu. Il y a Bulle qui dit: c'est ça le plus terrible, de faire subir cette haine aux enfants innocents et qui leur laisse des souffrances en grandissant, et ce toute leur vie. Il y a Sandrine qui dit: bravo à vous, mesdames, pour votre courage. Il y a la Luciole qui dit: un de mes grands-oncles a été déporté à Dachau. Plusieurs années après la guerre, son neveu, mon oncle donc, dit la Luciole, aimait une jeune fille d'origine allemande. Eh bien, il a dû renoncer. Ah oui, tout ce drame. Oui, encore, vous voyez, bon. J'ai écrit, moi, c'est Louise, hein. J'ai écrit quelque chose, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je peux vous le lire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Je suis née en 1942. Mes racines, la Beauce. Une maman, une grand-mère, un grand-père, des tantes et un village. Mon village est le Reulemonde, comme dans le livre de Jean-Louis Bourri, Brigoncourt 1945. Un village avec des mots, des vilains mots, de vilains mots que l'on ne saurait dire, des mots qui souvent me martèlent comme le pas des soldats, des mots qu'une petite fille blonde aux yeux clairs ne comprend pas. Une maman qui pleure, c'est la guerre, le racisme. Tu es né en 70, tu es né en 80, en 90, t'habites une cité, des mots, toujours de sales mots, des mots que l'on ne peut pas dire, que l'on entend toujours, rancœur des mots, ronde des mots, couleur des mots. Voilà. Très bien, madame. Oui, parce que c'est... Je l'avais écrit pour la journée de la femme il y a 2 ans. J'habite
une ville où il y a une grande cité. Donc je ne dirais pas de Oui, mais le parallèle, je trouve, vous pouvez vous le permettre. De les faire parce que malheureusement les préjugés comme ça, l'intolérance est toujours bien sont bien présents. J'avais du mal à le dire parce que je tremblais. Mais c'est très beau, madame. Oui, c'est un très beau texte. Caroline... Il y a Hélène, attendez, pardonnez-moi, il y a Hélène qui dit Micheline a-t-elle rencontré son frère par le biais d'une association? Si oui, j'aimerais bien les coordonner pour les aider en tant qu'interprète. Oui, mais je peux lui laisser mon numéro. Bah écoutez, Hélène envoie un SMS, donc elle peut appeler le 3921 pour laisser son téléphone ou nous donner ses coordonnées par SMS, on transmettra. Oui, mais je les ai pas là, il faudrait que je les cherche. Alors, il y a Astrid qui dit qu'il y a une agence à Berlin, l'agence WAST, W-A-S-T. C'est là que se trouvent toutes les archives de l'armée allemande. Effectivement, c'est le service allemand de gestion des archives militaires. Nous avons fait une recherche et nous avons les coordonnées. Donc on pourra communiquer à celles que ça intéresse, à ceux que ça intéresse hors antenne, parce que c'est eux qui gèrent. Il y a peut-être possibilité de retrouver les coordonnées. Il y a Fred qui dit enfant de la guerre, fruit de l'amour, en quête d'un naguère fondateur de vos jours, puissiez-vous enfin trouver l'apaisement tant souhaité, dit Fred. C'est très joli, oui. Et alors on n'avait pas d'hommes encore parmi nous. C'est vrai que finalement des témoignages de femmes ce soir. Eh bien, il y a Francis qui vient d'appeler le 3921 et qui va se joindre à vous. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais intervenir sur le fait qui avait été évoqué tout à l'heure. C'était l'une d'entre vous, mesdames, a dit j'aurais préféré ne pas savoir. Moi, mon cas est différent. C'est Hélène. Moi, c'est voilà. Mon cas est légèrement différent. Je suis né pendant la guerre en 43. Simplement, mon père n'était pas allemand, il était anglais. Ça s'est passé en Égypte parce que ma mère, de par son mariage, après est allée en Égypte un peu avant la guerre et est restée bloquée en Égypte pendant la guerre. Et je suis né pendant l'instance de divorce de ma mère. Et ma mère m'a fait croire que celui qui était le père de ma demi-sœur, parce que j'ai une demi-sœur, était mon père et qu'il était parti. Et je n'ai su la vérité qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai fait la connaissance de ma demi-sœur. Et je me doutais toujours de ça. Or, moi, mon problème, j'ai 66 ans, c'est que je vis avec un point d'interrogation. Je n'ai jamais connu mon père. Je sais que mon géniteur et ma mère n'a jamais voulu en parler. N'a jamais voulu l'admettre, bien qu'elle sache que je savais. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir. Il vaut mieux savoir plutôt que d'avoir un grand point d'interrogation et de rester dans. Ah mais moi j'avais pas de point d'interrogation. J'avais pas du tout. J'ignorais tout. C'est venu brutalement. Non, mais je crois que vous avez dit j'aurais préféré ne pas savoir. Oui, parce que à 19 ans, moi j'étais persuadée que mon père était mon père. Je me posais même pas la question. Pour moi c'était vraiment. Et quand ma mère m'a avoué ce soir-là, elle m'a raconté toute notre histoire. Enfin, je suis vraiment, j'étais abasourdie. J'ai dit c'est pas possible. Et puis encore maintenant, ça me travaille, mais je me dis. C'est terrible de se dire que, voyez, Francis, finalement, tout ce qu'on vous a raconté reposait sur des mensonges. Quand on l'apprend comme ça, finalement, comme si tout était construit sur des sables mouvants. Absolument, et d'autant plus que... oui, parce qu'il y a toujours des membres de la famille qui... J'ai vécu sans père, et en plus, j'ai oublié de dire que quand, à la suite du divorce, nous sommes rentrés en France, et ma mère, et je suis devenu le paria de la famille, parce que j'étais le bâtard, j'étais n'importe quoi. Vous respiriez l'air des autres. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est terrible. Voilà. Ce qui est fou, Francis, c'est que pourtant, on voit bien là, finalement, quelqu'un a prononcé le mot terrible, heureusement qu'on n'entend
plus trop, j'espère, voire plus du tout, d'enfants bâtards, et qui à ce moment-là, à cette époque-là, était très très utilisé. Et pourtant, voyez-vous, votre père était anglais, donc il était pas, il faisait partie des libérateurs. C'était Tout pas l'ennemi comme les Allemands à cette époque-là. Et pourtant, là aussi, il y avait quand même le tabou. Tout à fait. Bien qu'étant faisant partie de l'armée libératrice. Voilà. Je peux dire quelque chose, Caroline? Oui, c'est qui? Moi, Simplement vos prénoms, parce que vous êtes nombreux là. Oui, je suis très contente de m'avoir enlevé mon étiquette de bâtarde derrière le dos. Qui parle là? Micheline. Micheline, oui. Je suis contente parce que mon étiquette est partie. Je l'ai jetée aux orties. C'est très bien. Mhm. Voilà. Il fallait faire. Et puis je regarde mon petit-fils et je suis contente. Je Parce comprends. que je sais qu'il le sait et on fait des recherches ensemble et il m'approuve et puis il est content. Je comprends. Je Excusez-moi. vous propose d'accueillir maintenant Jean-Marc qui est avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Marc, Bonsoir. vous n'êtes pas directement concerné par cette période et pourtant vous écrivez une pièce de théâtre qui s'appelle Grenier, mémoire et autres souvenirs et qui traite, je crois, de ce thème. Et ouais, alors là, moi je vous écoute de temps à autre. Là, j'étais sur la route. Et vous avez été inspiré d'écouter ce soir Europe 1. Hein. Ah oui. Je suis en face de personnes. Moi, j'interprète un personnage d'un fils qui va apprendre au décès de son père que c'est pas son père biologique. Et comme par hasard, mon père biologique est allemand. Enfin bref, et ma sœur dans la pièce s'appelle Victoire. La personne s'appelle Victorine. Enfin, je dis il faut que je m'arrête. Enfin, c'est très trop. Mais ce sont bien des prénoms de cette époque aussi, Victoire. Oui, mais c'était très troublant. Et puis et voilà. Et moi, j'interprète. Alors, j'essaye d'être dans la peau d'un personnage dont le papa ne l'a pas aimé. Enfin, et j'entends tous les traits psychologiques que je suis censé nourrir mon personnage. Enfin, donc mesdames, j'étais vraiment très déçu pour vous. Enfin, il faut peser ces mots parce que c'est quelque chose qui sans doute est très difficile à vivre et pour moi me nourrit énormément dans le personnage que je vais devoir interpréter maintenant en vous ayant écouté ce soir. Voilà, je voulais juste vous tirer un coup de chapeau. Je vous remercie, monsieur. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Cette pièce, elle va se jouer où, Jean-Marc? Alors moi je suis du Finistère. On va la jouer dans le sud Finistère, une petite commune qui s'appelle Esquibien, dans la pointe Finistère. Moi je suis du Nord Finistère. Oui. Donc je vais juste rectifier le titre qui est Grenier Mémoire. Grenier, mémoire et autres poussières. Ah, pardonnez-moi, sur ma petite fiche, on m'avait mis, d'accord, oui, c'est plus joli encore, oui. Grenier, mémoire et autres poussières. Voilà. Et donc c'est une famille qui se retrouve au décès du père dans le grenier et puis il va y avoir des discussions, des règlements. Vous avez un site, vous avez un site, vous avez quelque chose où les auditeurs d'Europe 1 peuvent peut-être consulter, savoir quand ça se joue, non? Voilà, je ferai passer le message, je me permettrai de vous faire passer le message. Et puis je vais. Rappelez-nous pour nous dire, pour ceux qui sont dans le sud Finistère, quand est-ce qu'ils peuvent aller vous voir, peut-être, s'ils en ont envie. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, je vais voir avec mes collègues. Donc, à partir de quand? Oui. 6 février. Le 6 février. Voilà. Et je vais peut-être voir avec mes collègues. Nord Finistère, pardon, j'ai le sud, Nord Finistère. Hein. Voilà. Et je vais peut-être faire parvenir à ces dames le texte de la pièce. Avec plaisir. Ah oui, avec plaisir et merci. Alors, Merci. ça vaudra ce que ça vaut. Nous mettons juste des idées sur des papiers. Nous n'avons pas vécu ça. Et peut-être à vous de nourrir et puis de vous dire non, c'est pas ça qu'il fallait écrire. Et là, on est preneur de vos idées. Ah oui. Alors là, écoutez, on peut vous mettre en relation hors antenne, comme vous toutes ou avec vous tous maintenant, puisqu'il y a Francis et vous, Jean-Marc. On peut, si vous souhaitez prolonger donc ces échanges hors antenne, c'était le souhait de Victorine en tout cas. Vous le ferez comme vous voulez. Sachez aussi que vous pouvez réécouter l'émission, comme toutes les émissions d'Europe 1, en podcast
podcast. Je vous le dis, Jean-Marc, si vous voulez, avec d'autres... Oui, parce que je suis pas chez moi, donc je suis embêté, j'étais sur la route, je me disais, je vais perdre le fil de l'émission. Oui, non, mais vous pouvez la réécouter si vous voulez avec d'autres comédiens de la pièce en podcast, donc vous pourrez, réécouter les témoignages de Victorine, de Louise, d'Hélène, de Micheline et de Francis, en podcast, Voilà, si ça... C'était pas les réécouter, c'était leur dire qu'il y avait des gens qui, quelque part, écrivaient leur histoire sans qu'elles le sachent, peut-être. Ah oui, mais ça, c'est... Et que que même nous, moi j'ai 44 ans, donc on est un petit peu, que même nous, à nos âges, c'est encore des choses qui nous intéressent. Et comment ça fait partie de notre histoire commune et c'est pour ça aussi que votre histoire nous touche tant, et c'est toujours, vous avez raison de le dire, et c'est pour ça que votre texte était très beau, parce qu'il est toujours d'actualité. Ces thèmes-là sont toujours d'actualité et il faut rester très vigilant sur ces questions-là. Et juste, toujours très vigilant. Je suis désolé, Caroline, de mettre à bas une idée. Malheureusement, le mot bâtard est encore très utilisé par les jeunes. Aujourd'hui, ils s'insultent de bâtard très facilement, et je me bats avec mes fils. Maintenant, ça y est, ça leur est passé. Là, j'ai passé. Mais dans les cours de récréation, malheureusement, c'est une insulte qui est encore. Les jeunes de quel âge? 13, 14 ans. Ils se traitent de bâtards. Ah oui. Ah ouais. Mais plus que de raison, et je suis battu pour mettre terme à ce mot-là. Avec mes fils. Mais il n'a pas cette connotation qu'avait. Est-ce qu'il l'utilise dans quel sens? Vous savez dans quel sens il l'utilise? Justement, ils connaissent vraiment la définition. Ils n'en connaissaient pas le sens. Ils n'en connaissaient pas le sens. Pour eux, c'est... c'est comme tout ce qu'ils disent, tous les nouveaux... Pour eux, c'est un langage. C'est un langage commun. D'accord. Oui, il dit ça comme un bouffon, comme... Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, ça n'a pas la même connotation que celle qu'on utilisait à ce moment-là. Mais malheureusement, sémantiquement parlant, je pense que ces dames-là, quand elles entendent le mot, elles ont beau se dire c'est le langage de jeunes, c'est toujours le mot qui résonne. Oui, il y a toujours les mots. Moi, quand j'entends ces mots-là, je entends... il y a des mots que je ne veux pas citer à l'antenne, mais j'entends des mots que j'ai entendus moi, petite. Donc, personnellement, je suis pas raciste. Un enfant qu'il ait les yeux bruns, il soit très bien. C'est un enfant, c'est son regard. Et jamais je ne me permettrai de dire quoi que ce soit. Parce qu'un enfant très jeune comprend. Oui. Et on n'a pas le droit de le traiter de tous les noms. Et un enfant, c'est innocent. Voilà. Et moi, j'aurais voulu garder toute mon innocence. Oui, c'est terrible que les enseignants, certains enseignants aient participé à ça. Je ne sais plus laquelle d'entre vous disait je n'ai pas pu étudier. C'est moi, c'est Micheline. Ouais. Il y a Patricia justement qui envoie un SMS en disant c'est encore Patricia, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu ce terrible mot de bâtarde, mot qui m'a poursuivi toute mon enfance. Et puis il y a Monique qui dit que de femmes courageuses, j'ai une amie née en 43 d'un père allemand qu'elle n'a jamais connu ni vu. Je vais lui donner le lien pour qu'elle écoute l'émission de ce soir, dit Monique. Catherine dit merci mesdames pour vos histoires difficiles mais aussi pleines d'amour. C'est dur. Et puis il y a quelqu'un qui dit l'intolérance ne fait pas avancer ceux qui l'infligent mais ceux qui la subissent. Ces dames ont dans leur voix la gentillesse et la tendresse qu'elles n'ont pas connue petite. Et puis il y a Sergio qui dit voilà pourquoi j'aime tant cette émission, l'émotion, la force des mots, la richesse des gens. Vraiment un très bon moment ce soir, vraiment, dit Sergio. Grâce à vous tous. Beaucoup. Et surtout ne raccrochez pas pour qu'on puisse vous mettre en relation si vous le souhaitez, puis qu'on vous communique. Voilà, on a des petites choses à vous communiquer. Merci beaucoup parce que c'était un thème qu'on n'avait pas abordé. Merci. Merci à Victorine et merci à Victorine. Vraiment, je suis contente d'avoir eu le courage de vous appeler parce que merci à Victorine, à Louise et à tous ceux qui sont intervenus. Merci à toutes les intervenantes. Ne raccrochez pas. Asiba va avoir du travail, elle va vous mettre en relation et vous communiquer des infos. Mais c'est un plaisir. Je vous embrasse. Merci encore. Au revoir. Merci infiniment, Caroline. Toutes vos
confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Jackson 5, ABC. Un petit message encore qui arrive par SMS de Poupig qui dit en Allemagne, il y a eu aussi des femmes qui ont mis au monde des bébés de pères français, comme mon père qui était au STO. Et on accueille maintenant et on change complètement de sujet. Hervé, bonsoir Hervé. Et bonsoir. Et merci beaucoup de votre patience. Merci Caroline, en tout cas, oui. En tout cas, le sujet d'avant, entre guillemets, me touche aussi, c'est que je suis d'origine famille juive et qui fut fusillée pendant la guerre, donc je comprends, et même avec seulement mes 25 ans, qui ça fut, fait plaisir pardon, d'entendre. Qui fut, j'ai pas fusillé. Fusillé, oui, pendant la guerre, du côté de ma mère, mes arrière-grands-parents. Oui. Et donc c'est vrai que ça me touche aussi, malgré tout, que ça soit pas directement le même cas pour moi, en tout cas. Ben oui, mais enfin, c'est l'histoire de votre famille. C'est l'histoire de ma famille, donc voilà. Alors c'est vrai que moi je vous appelais pas spécialement pour la même chose, donc je change un peu de sujet, c'est que je vous appelais plus parce que j'ai une certaine différence entre moi et ma sœur. Donc ma sœur est un peu privilégiée par rapport à moi. Donc voilà, moi j'ai une particularité, c'est que je suis gay. Oui. Donc je ressens tout de suite entre mes parents et moi et mes parents et ma sœur, on voit la différence. Et donc c'est vrai que j'essaye pourtant de leur faire comprendre que c'est pas un choix, c'est comme ça, c'est tout. Et donc en plus même si j'avais 25 ans, ça fait déjà 7-8 ans que je suis avec la même personne. Donc c'est vrai que donc c'est un peu compliqué. Et vous pensez donc que cette différence dans les relations entre vos parents et vous et vos parents et votre sœur vient de votre homosexualité, qu'ils ont peut-être du mal à accepter ou déjà mon copain ça fait 7-8 ans qu'on est ensemble, donc il est jamais venu aux réunions de famille, ou il est jamais venu à des trucs comme ça, donc ils ne le connaissent pas donc. Ils le connaissent un tout petit peu, donc ils savent que je suis avec cette personne. Ma mère, des fois on est allé genre à des lotos ou des trucs comme ça ensemble, mais jamais il est venu à la maison avec toute ma famille, ou même seulement mes parents et ma sœur et mon beau-frère et mes neveux, mais jamais il y a des réunions comme ça, donc ils le connaissent, mais pas plus que ça, quoi. Oui, ils ne vous ont jamais proposé qu'ils viennent déjeuner, dîner à la maison. Ouais. Donc, oui. Et depuis, je pense que maintenant on peut estimer quand même que c'est une histoire quand même sérieuse. Donc donc c'est vrai que ça pèse un peu, et surtout qu'il y a une particularité, c'est qu'en ce moment j'essaie de faire construire, et mon père en fait a hérité de mes grands-parents d'une maison, et comme mon père est fils unique, ça a été plus facile pour lui, donc il a hérité de mes grands-parents, et donc il a donné à ma sœur. Et moi, quand en ce moment je fais construire, j'aimerais bien qu'il m'aide aussi, et je sens que c'est pas du tout une volonté, plutôt contraire. Donc voilà, je sens qu'il y a vraiment, ils ont donné quand ma sœur s'est mariée, ils lui ont donné une maison. Oui. C'est vrai que moi je trouve que c'est un peu discriminant entre guillemets entre moi et ma sœur de pas vouloir m'aider, et puis lui avoir donné quand même. Surtout que je demande pas une maison non plus, je demande à qui puisse m'aider, quoi, simplement. C'est-à-dire quand votre sœur, au moment du mariage de votre sœur, ils l'ont aidé financièrement pour qu'elle construise sa maison. Non, en fait, mes grands-parents sont décédés 2 ans avant le mariage de ma sœur. Oui. Et mon père a hérité de la maison de mes grands-parents. Oui. Et mon père ne peut pas habiter 2 maisons, il y avait la sienne déjà. Oui. Donc en fait, il lui a fait une donation, pas une donation, une avance sur héritage. Oui. Et donc ma sœur n'a pas à 27 ans, n'a pas de crédit sur une maison. Parce que moi j'attaque à 25 ans à attaquer une maison. Bon, c'est vrai que ça semblerait logique, mais mes parents me proposent même pas de m'aider ou de. Là, en ce moment, j'en parle beaucoup. Ils comprennent que j'ai des difficultés, même si on gagne très bien notre vie avec mon ami. On aimerait bien, je sais pas, même qu'ils nous disent ou qu'ils s'investissent dans notre projet. Et c'est vrai que c'est pas du tout leur cas, quoi. Donc, voilà. Et oui. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident de... Oui, c'est-à-dire que c'est comme si vous ressentez qu'il y a d'un côté un couple qui est reconnu, admis. Voilà, c'est celui que forment votre sœur et votre beau-frère. Donc ils se marient, il y a du coup cette maison, donc on fait cette donation pour aider ce jeune couple à démarrer dans la vie. Et vous qui êtes aussi en couple avec votre ami,
là, il y a pas d'aide. Ben ouais, non, même mais jamais bon. Puisque c'est vrai que bon, c'est pas comme vous dites, même si vous gagnez bien votre vie. Enfin, ce qu'on fait généralement à l'un des enfants, quand les parents peuvent le faire, ce qui apparemment semble être le cas, on fait en sorte de ne pas favoriser l'un des enfants par rapport à l'autre. On fait en sorte qu'il y ait une équité. Sinon, ça crée des tensions et des rivalités, hein. Donc bon. Ça a toujours été comme ça, de toute manière, entre moi et ma sœur. Donc, je sais pas, j'ai toujours l'impression, même en étant plus petit, qu'il y avait pas une préférence, mais bon, il y a toujours une préférence entre les enfants, ça c'est classique. Mais j'ai toujours senti que voilà, ma sœur, entre guillemets, elle était les autres pieds en éventail, et puis c'était toujours Hervé fait ci, et puis au bout d'un moment, Hervé... Et là, c'était pas lié... Quand vous dites tout petit, donc à votre orientation, à vos... Non, pas du tout. Non, je pense pas. Et c'était de la part de vos deux parents ou... Oui. Voilà. Et pourquoi alors, selon vous, vous ressentiez, pourquoi votre sœur, elle avait moins besoin d'en faire que vous? Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est toujours cette impression que même maintenant, actuellement, même avec le recul que j'ai, donc voilà, ça fait des années que bon, maintenant, en plus, j'ai une particularité, c'est que j'étais parti pendant 2 ans de chez mes parents, donc j'ai déménagé à Lyon. Oui. Je suis revenu dans la ville où mes parents habitent, et même dans l'absolu, je suis revenu chez mes parents pour professionnel, la bulle professionnelle. Donc voilà, même quand je suis revenu, au lieu de me dire voilà, constitue-toi, profites-en pour faire de l'argent de côté, ils m'ont demandé de participer, quoi. Alors que bon, même on ne gagne pas des millions non plus, hein, je veux dire, c'est pas énorme, voilà. De participer oui, parce que vous vivez chez eux là. Voilà, parce que je suis revenu chez eux, donc dire après dans l'absolu, je peux comprendre, voilà, mais mes parents sont loin du besoin. Oui. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal, quoi. C'est-à-dire, moi en plus on me demande encore de donner quelque chose, et puis ma sœur, on lui donne quelque chose. Et donc à l'époque, en plus, quand ils ont donné la maison, il y a eu des frais de donation, et maintenant, j'ai bien compris, ils lui ont payé en plus les frais de donation récemment, donc ça rajoute une couche, on va dire. Oui, c'est-à-dire ce que vous ressentiez déjà dans l'enfance se traduit dans ces histoires d'argent actuellement. Voilà, mais même après, c'est vrai que mes parents, sont agriculteurs, et puis ils sont mon père fait un autre métier, donc c'est vrai que c'est toujours aussi, même quand ils donnent des légumes à ma sœur, donc on n'en paye pas, c'est vrai qu'il y a toujours ma sœur, elle automatiquement sa cagette de légumes toutes les semaines, et moi il faut presque que je la réclame pour pouvoir avoir quelque chose, quoi. Donc voilà. Et encore des fois on sent que c'est pas fait volontiers de dire oui, on te donne quelque chose. Voilà, donc. Votre sœur est plus conforme finalement à leur mode de vie, certainement, non? Elle rentre plus au-delà de sa vie amoureuse, je veux dire. Certainement, elle est plus traditionnelle, non? Non, c'est déjà elle se marie, elle se marie, elle a fait 3 enfants. Elle a 3 enfants. Oui, la troisième il y a pas longtemps, donc non, elle est dans les clous comme on dit. Donc moi c'est vrai que j'en sors, mais bon, dire en dehors de ça, moi j'ai fait des études, moi et ma soeur on a fait des études, donc on n'a pas fait non plus, on a un bac +5, mais c'est tout, je veux dire, on n'a pas non plus, je suis pas docteur, quoi. Donc voilà, c'est sûr que même aussi, je pense que c'était volonté par rapport à ma soeur de monter, essayer de me mettre au-dessus par rapport à elle, pour essayer d'avoir le même regard de mes parents, et fait, même que j'ai plus de diplômes que ma sœur, ça n'a rien fait, quoi. Ça n'a rien fait du tout. Mmh. Oui, vous avez cherché un peu à compenser, à essayer... d'attirer le regard de mes parents, entre guillemets. Oui, mais elle est dans un schéma plus classique et qui les rassure, et donc qui les gratifie plus, les valorise plus. C'est-à-dire même certainement, voyez, par rapport à eux, par rapport à l'extérieur, c'est plus rassurant. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir, de dire et alors vos enfants, alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Notre fille est mariée, elle a 3 enfants. Oui, c'est très simple.
à dire voilà, c'est voilà une fois. Alors qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est plus compliqué évidemment de dire oui, ah ben notre fils, oui, il est en couple, oui. Alors bon, ils ont pas d'enfants. Là, là. Vous savez, les gens, les questions qu'on pose comme ça, qui ont l'air d'être des questions banales et qui n'en sont pas. Oui. Et donc c'est un côté rassurant pour les parents de pouvoir. Il y a quelque chose comme ça qui doit être plus compliqué avec vous. Ça veut pas dire qu'ils vous aiment moins. Oui, non, mais certainement qu'ils sont plus embarrassés. Déjà, ils sont pas démonstratifs, question amour. Je veux dire, mes parents, de mon père, j'ai jamais dû l'entendre. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai jamais dû entendre "je t'aime" de mon père. Bon, de ma mère non plus. Et, entre guillemets, il faut presque lui tirer les verres des nez. Mais voilà, donc moi, c'est vrai que je serais plus quelqu'un de câlin ou de quelque chose comme ça. Bon, j'en demande pas non plus autant à mes parents. Mais voilà, donc. Oui, mais ça vous fait souffrir quand même. Oui, c'est vrai que après, voilà, je fais ma vie à côté. Il y a Bulle qui envoie un petit SMS pour dire est-ce qu'ils sont mal à l'aise ou est-ce qu'ils n'acceptent pas votre relation? Est-ce que vous en avez parlé ouvertement et profondément ensemble? Ouvertement, c'est vrai qu'ils savent que moi, ma résidence. Je suis toujours avec mon copain, on habite toujours à Lyon. C'est vrai que je lui remonte tous les week-ends. On a fait un week-end particulier, je suis pas monté. Mais c'est vrai que sinon, oui, ils savent où je vais, ils savent que je suis chez moi. Mais c'est vrai que eux, ils sont jamais venus chez moi quand il y avait mon copain. Ils sont venus une fois, mais sans quand il y avait pas mon copain. Donc il y a jamais la rencontre qui fait que voilà, et puis il n'y a pas d'intéressement, savoir qu'est-ce que vous faites, voilà. Oui, ils évitent le sujet finalement. Ils l'évitent un peu, ils viennent pas quand il est là, ils évitent le sujet, ils vous posent pas de questions, ils font un peu comme si vous n'étiez pas en couple, ils vous posent pas de questions sur vous, sur votre couple. Oui, voilà. Quand vous dites ils s'intéressent pas sur vos projets, ils posent pas trop de questions. Ça veut pas dire qu'ils s'intéressent pas à vous, Hervé. Oui, non, mais ils sont mal à l'aise par rapport. Il y a une question qui les gêne pas, par exemple, ma situation professionnelle. Bon, elle a bien évolué par rapport à il y a des années. Et c'est vrai que là, récemment, en fait, j'ai ressenti par rapport à mon père la fierté du boulot que j'avais maintenant. Et c'est vrai qu'il en parle autour de lui. Il dit, il est fier là. Mais c'est vrai que je sais que d'avoir un fils homo, c'est pas dans ses traditions. En plus, moi, je suis famille militaire. Très connu, avec beaucoup de militaires dans la famille, donc c'est vrai que le truc un peu encore qui a fait la chose, quoi, mais bon. Pourtant, les militaires, ça change, maintenant, ça se féminise, mais c'était quand même un corps constitué d'hommes, hein. Ah oui, c'est assez sûr, et puis l'armée, l'église, c'est des des bouts de décoffrage, comme on dit. Oui, quand on y réfléchit bien, quand on un peu à la question, mais oui, évidemment, c'est quand même un milieu assez conservateur. Aussi, c'est vrai que moi, j'aimerais bien aborder le sujet, mais vraiment le mettre, parce que c'est vrai que des fois, au repas à midi, par exemple, j'essaie d'aborder le sujet pour entre guillemets les inciter à m'aider par rapport à mon projet de maison. Mais c'est vrai que souvent, ça blessure. Le truc que j'ai horreur particulièrement, c'est on regarde la télé, c'est chute, on écoute les infos. Alors ça, c'est un truc particulier, pas les infos, mais le journal télé, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc particulièrement qui m'énerve. Alors que moi, je veux aborder un sujet qui est important pour moi, et eux, tout de suite, ils comprennent que c'est le sujet qui va m'intéresser, et que ils bifurquent sur autre chose qui, pour moi, m'intéresse moins, c'est sûr. Donc là, ça m'énerve particulièrement. Parce que, oui, quand ils sentent que ça pourrait devenir un peu dangereux. Oui, parce que c'est vrai que, entre guillemets, quand ils ont donné la maison à ma sœur, en plus ils m'ont fait un peu dans le dos le truc. Donc parce que moi j'étais au courant, c'était déjà fait. Donc je sais même pas exactement qu'est-ce qui a été fait. Donc c'est vrai que je vais le découvrir le jour où mes parents seront plus là. Mais bon, mes parents ils ont 45 ans, 50 ans, donc j'ai encore quelques années devant eux. Je touche du bois, voilà, je reçois rien du tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas du tout qu'est-ce qui a été fait et je me sens aussi un peu lésé question de ce côté-là, quoi. Donc je pense que j'aurais dû être averti et qu'on me demande peut-être un peu mon avis ou m'expliquer, on va donner ça à ta sœur. Voilà. Donc ça, je sais pas, moi aussi. Mais finalement, est-ce que la question c'est il y a cette histoire de donation qui met en valeur,
le fait que là, il privilégie financièrement plus votre sœur que vous. Mais est-ce que aussi il y a ce manque de reconnaissance? Est-ce que qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je vais dire un peu des deux, parce que le problème c'est que la reconnaissance, c'est que je préférais que, bon, dans l'absolu, oui, ça, s'il m'aidait pas financièrement, que genre à Noël, là, cette année, il me dit, voilà, si que ton copain veut venir, on fait le repas ensemble, voilà. Ah, ils vous l'ont proposé? Non, jamais, non. Ah, ils vous le disent pas, j'ai cru qu'ils vous le proposaient, d'accord. Je me suis dit, ça évolue, là, ça serait bien. Ah non, oui, mais bon, ça faut. Et est-ce que vous pourriez pas lui dire, vous, j'aimerais bien cette année que mon ami soit présent? J'ai pas le courage de leur demander ça. Je serais même pas comment leur aborder la chose, et même déjà pour l'aide de la maison, ce qui est une chose entre guillemets un plus indirecte et plus entre guillemets facile à demander, je n'arrive pas à aborder le sujet. Et alors, si vous disiez, cette année, je vais passer Noël dans la famille de mon ami. Et justement, c'est cette année, il y a eu une particularité, c'est qu'avant, de côté de mon copain... Enfin, est-ce que vous êtes reçu, pardonnez-moi, dans la famille de votre ami? Non, parce qu'en fait, mon ami a perdu ses parents, et sa sœur et son frère ne le savaient pas, sauf son frère, justement, cet été, a demandé à son frère s'il voulait venir avec lui en vacances. Il lui a dit, en fait, je suis accompagné depuis quelques années, et donc il lui a dit que maintenant qu'il était gay, donc maintenant ça se passe super bien, parce que son frère a mon âge, donc... je le connais depuis peu, mais j'ai l'impression de l'avoir connu je le connais depuis 20 ans, alors que je le connais depuis 2-3 mois. Et ça passe super bien parce qu'il a mon âge et on a plein de points communs, et c'est vrai que j'aimerais bien aussi de mon côté que ça fasse un peu pareil, quoi. Et votre sœur, comment réagit-elle justement par rapport à ça, elle? Ma sœur, elle le connaît pas, elle a dû le rencontrer une fois ou deux, mais à tout casser, un coup de vent, genre 10 minutes, voilà, rien de plus. Même pas, je sais pas. Moi, je lui avais demandé. Elle s'intéresse pas tellement, elle pose pas de questions par rapport à votre vie. Non, pas du tout. Non, je pense qu'elle est un peu dans le même état d'esprit que mes parents. Oui, elle est assez. Il y a aussi un peu une rivalité, donc finalement, elle aussi, ça. Je sais pas si c'est de la rivalité. Il y a un peu de jalousie finalement. Au fond, elle est contente de cette place de privilégiée là qu'elle a. Ouais, je sais pas, ça je peux pas dire. Je sais pas si elle en est contente. Parce qu'elle pourrait dire, tiens, pourquoi Hervé ne vient pas avec son ami? Elle vient avec son mari. Elle pourrait dire, elle pourrait, plaider en votre faveur. Quand même, ça serait bien qu'Hervé, à Noël ou moi j'aimerais bien, ça serait bien qu'Hervé vienne avec son ami, ça serait normal. Pendant quelques années, c'était un peu conflictuel avec mon beau-frère, quand il a appris que j'étais homo, en 2002. C'est vrai que on s'est pas parlé pendant 2-3 ans, à part bonjour, au revoir, serrer la main, donc ça a été compliqué. Là, a priori, depuis 2-3 ans, ça va beaucoup mieux, mais beaucoup, faut un bien grand mot, mais enfin bon, voilà, c'est pas, ça commence à mieux à rediscuter, mais c'est vrai que ça reste superficiel, quoi. On rentre jamais dans le fond des choses, quoi. Donc je pense que aussi il y a ça qui fait que ma sœur s'est jamais mise entre moi et mon beau-frère, donc elle a jamais dit je choisis mon beau-frère ou mon frère ou mon mari, donc ça, c'est vrai que c'est déjà bien. Même quand je parlais pas trop à mon beau-frère, ma sœur, ça a toujours été bien. Et puis je voyais mes neveux quand je voulais. Bon, c'est la maison d'à côté, donc c'est pas compliqué. Donc voilà, mais. Oui. Il y a Bulle encore qui intervient, qui dit ils évitent vraiment, ils sont mal à l'aise. Écrivez-leur peut-être votre ressenti. S'il n'y a pas de dialogue, les écrits restent et touchent. Courage. Oser. Il y a Elisabeth qui dit vos parents n'osent rien. Peut-être est-ce à vous de vous imposer. Il y a le subversif qui cite Claude Monet qui dit l'homosexualité peut être acceptée par résignation d'abord, puis par habituation et pour finir naturellement, progresser par fine touche impressionniste. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est bien vu, de cet ordre-là, ce que rejoint un petit peu ce que dit Elisabeth aussi. C'est-à-dire, je crois que c'est un peu aussi à vous il y a un long cheminement avant déjà peut-être soi-même d'accepter qui l'on est. Les parents ont à faire aussi ce travail, ce cheminement. Donc au fond, s'il y a quelque chose qui vient pas de vous, il y a un statu quo. Bon, si vous ne demandez rien, vous n'obtenez rien.
Bah c'est même, ouais, mais demander, c'est un peu dire, j'ai pas envie de leur forcer la chose. C'est vrai que j'ai l'impression que pas leur forcer. Alors peut-être, mais comme dit Gérard, tant qu'ils n'auront pas vraiment rencontré votre ami et pas seulement croisé, votre couple reste abstrait. Et certainement que peut-être il serait un peu rassuré de le voir, de faire sa connaissance. En tout cas, il s'habituerait. On va accueillir Jean qui est avec nous au 3921. Bonsoir Jean. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Jean. Je n'ai pas enregistré malheureusement le prénom de votre interlocuteur. C'est Hervé. 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 Oui. Hervé, j'ai quelques questions à vous poser. Pas de souci, si vous permettez. Oui, bien sûr. Parce que je voudrais revenir aux questions d'argent. Hein? Hervé, savez-vous comment a été cédée la maison de vos grands-pères et grand-mères à votre sœur? A priori, j'en ai parlé une fois à ma sœur, c'est une avance sur héritage. C'est une avance sur héritage. Ah. Bon, c'est beaucoup moins dangereux pour vous. D'accord. Bah, parce qu'on m'a dit qu'a priori, quand mes parents décéderaient, ça re-rentrerait dans la succession classique de mes parents. Et bon, ma sœur ayant déjà eu ça, bah, moi j'aurais l'équivalent. Et parce que mes parents, c'est vrai qu'ils ont 2 maisons et 2 appartements, donc ils ont quand même de l'argent et beaucoup de liquidités sur le côté. Donc oui. C'est vrai que bon, moi c'est vrai que moi même à rien à voir du tout de mes parents, je m'en fous. Je veux dire, maintenant j'ai une bonne situation. Ne dites pas ça. Mais bon, c'est toujours une aide agréable, ne serait-ce que pour les petits-enfants. Oui. Alors, je sais bien que les enfants, ça n'est pas votre problème dans l'immédiat, mais c'est important. De toute façon, il y aurait eu don manuel. Ce serait une infraction. Il y aurait eu donation. Ça serait rapporté à votre héritage. Mmh. Là, d'après ce que vous a dit votre sœur, c'est tout à fait clair, c'est rapporté à l'héritage. Donc, je souhaite bien sûr que cet héritage soit le plus tardif possible. Bien sûr, parce que je vous ai entendu citer les âges de vos parents. Hein? Moi, j'ai 66 ans. Je ne suis pas tout à fait dans le même cas. Mais vous comprenez. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais même d'ailleurs, j'ai des amis, moi, j'ai une amie en particulier qui a 63 ans, et elle, par rapport à mon copain, c'est vrai qu'elle le connaît depuis le début, c'est une ex-collègue de boulot, mais c'est vrai que je parle de mon copain, on se rend compte, là, justement, on va aller à Strasbourg pour le marché de Noël, on va y aller avec elle, alors c'est peut-être des choses que j'aurais préféré faire avec mes parents, ou que j'aurais fait peut-être avec bien sûr. Mais je bon, comprends tout à fait. Ces personnes-là, c'est entre guillemets une maman substitution, et d'ailleurs ma mère en est jalouse. Récemment, j'étais au cirque avec cette personne-là, et ma mère aurait préféré que j'aille avec elle, mais le problème c'est que je parle pas pareil avec ma mère qu'avec cette personne-là. Avec cette personne-là, je suis totalement ouvert, je me sens pas bloqué. Elle s'intéresse, elle me pose comment il va ton copain. Et vous croyez que c'est à cause de votre homosexualité? Oui, cette personne-là, ça passe totalement. Oui. Mais c'est vrai que je pense que mes parents, malheureusement. Ça, c'est vrai que pour l'instant, ils sont pas trop de la génération. On sait pas qu'il y a une génération particulière, mais je pense qu'ils sont trop encore. Non, vous savez, je vous ai dit mon âge. À ma génération, il y avait peu de gens qui comprenaient l'homosexualité. Oui, pourtant c'est vrai que c'est la personne que je connais, qui a 63 ans, elle, ça passe super bien, et d'ailleurs ça très bien. Très bien. Et pourtant, dernière chose sur l'argent, monsieur. Hervé, c'est ça? Oui, c'est ça. Hervé, une dernière chose. Essayez de surveiller les dons manuels, ce qui s'appelle fiscalement les dons manuels, fait à votre sœur. C'est ce que je crains, c'est qu'il y en ait d'autres que je ne vois pas.
Surtout que pendant 2 ans, j'étais à 100 km de chez mes parents, et j'ai l'impression qu'il y en a eu un autre entre-temps, parce qu'à l'époque où ils ont fait la donation, l'avance sur héritage, il y avait des frais. Ma sœur m'en a parlé, elle m'a dit, je paye quand même à peu près 40 000 € de frais de donation. Et là, si j'ai bien compris, normalement, elle avait un crédit sur plusieurs années, et là, d'un coup, je pense qu'elle a plus rien. Et donc, j'ai l'impression que ses parents ont donné encore quelque chose pour rembourser ses frais de donation. Donc là, j'ai l'impression de faire encore plus en plus léger, et j'ai peur de me faire léger. S'ils ont payé des frais, c'est qu'ils ont fait une donation, alors. Et j'arrive pas à comprendre, parce que ma sœur, apparemment, elle m'a dit qu'il y avait 40 000 € à peu près de frais de donation. Mais après un moment... ce qui est pas étonnant. Oui, ce qui est pas étonnant, mais maintenant... Envergure, c'est pas du tout étonnant, monsieur. Pardonnez-moi, Jean, mais je pense que, voyez, surveiller, certes, mais j'ai peur que ça induise après un peu un sale climat. Je pense que, comme vous disiez, de toute façon, il y aura à un moment, et le plus tard, vivement possible, vos parents sont jeunes, Hervé, ça sera révisé tout ça au moment de l'héritage. Pour les dons manuels, oui, mais vous savez, un pistage tout de suite. Ouais, mais vous savez, le problème c'est que il faudrait aussi essayer. Je pense que vos parents peuvent évoluer. Enfin, je pense pas que c'est qu'ils vous aiment pas. Il y a des choses qui peut-être c'est encore difficile. Brigitte, par exemple, dit invitez peut-être vos parents avec votre ami pour boire un café chez vous. Bulle dit quand on ne connaît pas, on a peur. Parlez-leur de votre ami, percez le mystère et osez. Ils attendent peut-être que vous le fassiez. Vous voyez, moi je pense qu'il faut attendre. Il y a Nelly, elle dit dans une famille, il y a souvent un vilain petit canard, surtout quand il est marginal. Ne suis pas le modèle des parents. J'ai vécu cela, mais je me suis apaisée car je suis heureuse. Courage Hervé, laissez passer les trains. Moi, j'irais pas seulement laisser passer les trains. Non, je suis plus dans le sens de oser. Prenez un peu l'initiative et progressivement, il s'agit pas de brusquer vos parents, mais progressivement, peut-être les inviter chez vous et tout. Faites, parce que si vous ne bougez pas, eux, ils vont pas bouger, mais faites-le très progressivement. Et pour le moment, laissez un peu les histoires d'argent de côté. Vous allez, à mon avis, ça va s'améliorer tout ça. C'est vrai que vous sortez du modèle classique et ça les heurte un peu. Ça veut pas dire qu'ils ont pas d'amour pour vous. C'est au-delà de ça. Mais ça les bouscule dans leurs valeurs. Voilà, oui, moi, c'est de toute façon, a priori, je préférerais, m'en fous de l'argent, c'est ça. Bien, donc, ça va très bien. Mais c'est vrai que je préférerais, mais bon courage. Il vaut mieux que vos relations, s'améliorent et ça va certainement venir avec le temps. Bon courage, Hervé. Merci Jean, de vos conseils, en tout cas. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1.